Imagine un film dans les années 90 qui donne lieu à une histoire digne d'un conte pour enfants qui va faire le tour du monde pour libérer une star du cinéma. N'imagine plus, aujourd'hui on parle de Sauver Willy. Au cas où vous ne connaîtriez pas l'histoire, je vais vous la raconter. Jesse est un orphelin qui travaille dans un parc aquatique et il va y faire la rencontre de Willy, un orque avec qui il va se lier d'amitié, seulement Willy est triste et veut retourner vivre dans l'océan auprès de sa famille. Et Jesse, avec l'aide de Ray, l'entraîneuse de Willy, et Randolph, un beau cliché indien, vont sauver Willy. Il a spoilé le film! Non, je n'ai pas spoilé parce que c'est typiquement le genre de film où tu sais très bien que ça va bien se finir. Tu vas pas me dire que tu croyais que ça finirait comme ça. Allez Willy, fais la pirouette, quoi? Tu veux voir ta famille? Oh mais Willy, tout le monde sait bien que tu n'as pas de famille, voyons. Mais on n'est pas là pour parler du film, on est là pour parler de ce qui s'est passé autour du film. Et vous allez voir que c'est digne d'un film. Mais avant ça, petit retour en arrière. Depuis 1976, la capture des orques en eau américaine est interdite. Les dirigeants des parcs aquatiques sont donc obligés de chercher des orques à l'étranger. Et ça tombe bien parce qu'en Islande, il paraît qu'on trouve pas mal d'orques. Alors hop, on y va, on donne quelques milliers de dollars à un capitaine et on lui demande de nous ramener un jeune orque qu'on pourra dresser. Et vous l'aurez compris, l'orque qui va partir à l'autre bout du monde n'est autre que Keiko. Oui, en vrai, il s'appelle pas Willy, il s'appelle Keiko. Willy, c'est un nom de scène. Pour un orque. Il a à peine 2 ans et il est emmené au Marineland d'Ontario, au Canada. Ici, il est entraîné avec 6 autres orques pour apprendre des tours et amuser la galerie. On est alors en 1985 lorsque le Marineland est approché par un autre parc aquatique qui vient de Mexico, le Reino Aventura. Les gérants du parc achètent Keiko pour 100 000 $ et très vite ils en font la star de leur attraction. Tous les enfants de Mexico connaissent Keiko et ses numéros. Et en 1992, alors que notre orque commence à peser dans le game, une productrice de cinéma, Lauren Charlotte Donners, va passer par là et oh bah tiens, ça tombe bien, je voulais faire un film avec un orque. Un accord est signé avec le parc Reino Aventura et Keiko est castée pour le film Sauver Willy. Et là, il faut qu'on m'explique un truc. Il y a eu un contrat de signer avec le parc pour caster Keiko dans le film Sauver Willy et pour tourner dans le parc. Sauf que dans ce film, Willy, 1, finit par être libéré de force de ses propriétaires, et quand je dis de force comme ça. 2. Souffre de devoir épater la galerie avec des numéros à tel point que dans une scène il va se jeter sur une vitre au risque de se tuer lui et tous ses spectateurs. Et 3. Représente une sorte de légende indienne de je sais pas quoi, mais enfin ça c'est Randolph qui le dit, du coup j'ai rien compris. Alors j'aimerais savoir une chose. Les mecs du parc, ils ont pas lu le script. Ouais, non, ça va être un super film, ouais. Ça nous fera de la pub pour le parc, c'est bien. Ouais. Mais enfin, monsieur, vous ne pensez pas qu'on va donner une mauvaise image du parc? En plus, à la fin du film, ils nous volent notre orque. Mais enfin, Pepito, ce n'est qu'un film, ça n'arrivera pas. Et là, paf 1993, Sauver Willy est un carton international qui rapporte 150 millions de $ pour un budget ridicule de 20 millions. Et Keiko devient une star internationale. Il est devenu tellement connu que quand tu tapes sur Google Sauver Willy et distribution, il apparaît dans le casting avant tous les autres acteurs. Randolph, il vient après Keiko. Si ça se trouve, Keiko a reçu un plus gros chèque que lui. Mais bref, c'est un grand succès, et peu de temps après la fin du tournage du film, l'équipe du film se sent un peu triste à l'idée de remettre Keiko dans son bassin à Reino Aventura. Après tout, c'est contraire au message du film. Les producteurs ont donc décidé de contacter David Phillips, un activiste de la protection des baleines, pour négocier avec le parc la remise en liberté de Keiko. Ah merde! Vraiment les gars, la prochaine fois lisez le script. Bon, David Phillips, la Warner Bros l'engage, mais le pauvre on lui refile la patate chaude, il sait absolument pas quoi faire. Vous voulez que je libère un orque? Enfin, et moi aussi. Parce que oui, dans le film, c'est pas vrai, hein. Enfin, si tu veux, l'orque qui saute au-dessus d'une digue, non. Hein. S'il avait fait ça en vrai, c'est un sushi. Oui, c'est plus compliqué que ça, quoi. Alors, ne sachant pas trop quoi faire, Phillips propose un truc assez simple, à savoir poster à la fin du film un numéro de téléphone que tout le monde peut appeler pour soutenir la défense des baleines. C'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça. Mais le film a tellement bien marché que le numéro a évidemment été composé. Pas loin de 300 000 fois. Et contre toute attente, parmi ces appels, beaucoup encouragent la remise en liberté d'un orque. Et c'est Poupette, la baleine du Marineland, d'accord, ok, je déconne, c'est Keiko. Ah bah voilà, dès que ça rentre dans le silence, ça devient privilégié, et puis nous on va se faire foutre, hein. Ah merci Keiko, hein. Suite à ça, 2 ans vont s'écouler. 2 ans de négociations qui opposent d'un côté la Free Willy Foundation, et de l'autre l'Alliance des parcs marins et aquariums. Et au terme de ces 2 années, la direction du parc Reino Aventura accepte de donner Keiko à l'association. Et à partir de ce moment-là, le plus dur est passé. Je déconne! Une fois les négociations terminées, la Free Willy Foundation s'est penchée sur Keiko et ses conditions de vie. Et un nouveau problème va faire surface. Parce que...
Oui, bon. Les conditions de vie de Keiko dans le parc aquatique étaient assez désastreuses, à tel point que sa santé en a pris un coup. Keiko a vécu trop longtemps dans une piscine beaucoup trop remplie de chlore et de sel artificiel. Et tout cela l'a endommagé, à tel point qu'il a attrapé un virus de la peau. Et cerise sur le gâteau, son virus est contagieux, donc impossible de le mettre dans un bassin avec d'autres orques. À ce moment-là, les mecs comprennent que Keiko a besoin de soins avant de retourner dans l'eau. Et il en a besoin très vite. Donc, il faut aider Keiko à se tirer de Mexico, et il faut le faire vite. Alors à l'association Tout le monde panique essaie de trouver une solution, et là, miracle. Ils trouvent un centre de réhabilitation au Oregon Coast Aquarium. Alors du coup, ils les appellent, mais il y a un petit souci. Monsieur, on a besoin de votre aquarium de toute urgence pour accueillir un orque de 5 tonnes très malade. Mais enfin, monsieur, nous on soigne des loutres et des phoques. Ah fuck! Mais à ce problème, on trouve très vite une solution. Monsieur, on vous donne 7 millions de dollars si vous trouvez une solution. Germaine, prépare-toi à accueillir la plus grosse loutre de ta vie. Et oui, grâce aux dons récoltés par l'association, le patron de l'aquarium reçoit 7 millions de dollars pour construire le premier centre de secours pour baleines et dauphins. Un chantier comme ça devait prendre entre 18 et 24 mois, mais comme là on manquait cruellement de temps, les mecs ont designé le bâtiment en même temps qu'ils le construisaient, et du coup, 11 mois plus tard, bim, un bassin géant prêt à accueillir Keiko. Allez, ça va, vous voulez pas lui offrir un café tant que vous y êtes? Mais au fait, Keiko, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il devient? Eh bien, il est toujours avec David Phillips qui prépare toute une équipe avec des vétérinaires et entraîneurs, dont celles qui se sont occupées de Keiko pendant plusieurs années. Et les négociations ont finalement abouti. On a une date et une heure pour faire prendre à Keiko un avion qui va l'emmener de là à là. Et c'est le lendemain de sa dernière représentation que Keiko va prendre l'avion. Ça me fait marrer quand même d'imaginer les mecs gratter jusqu'à la dernière minute une dernière représentation. Bon, du coup, vous l'embarquez à 5h demain, c'est ça? Ouais. Bon, bah il pourra faire quelques pirouettes jusqu'à 22h du coup, hein, puis il dormira dans l'avion comme tout le monde, ouais. Et ainsi, le lendemain de sa dernière représentation, Keiko prend l'avion. T'as cru que c'était aussi simple, hein? Déjà, la veille, David Phillips reçoit un coup de fil qui lui dit « Allô David ? Ouais, il fait pas très beau demain, du coup on n'est pas sûr de décoller en fait. 7 millions de dollars potentiellement foutus en l'air. Mais c'est pas ça le pire, je me dois de vous préciser une chose, c'est que dans cette histoire, Keiko est débile. » La nuit de son départ, toute l'équipe essaye de faire sortir l'orque de son aquarium, et lui il veut pas. Du coup, il fait une sorte de crise d'ado pendant plusieurs précieuses minutes, et une fois que tout le monde a bien pris du retard et que Keiko s'est enfin décidé à faire confiance à l'équipe qui veut quand même accessoirement lui sauver la vie, la dite équipe le met dans une remorque qui doit traverser la ville jusqu'à l'aéroport. Et ce, le plus discrètement possible pour éviter qu'une foule ne bloque le trajet et leur fasse prendre encore plus de retard. Bon bah c'est bon signe pour la suite, hein. Et enfin, après une dernière galère pour faire rentrer Keiko dans L'avion finit par décoller. Et... Allô David? Oui, alors écoute, ici en Oregon il fait pas très beau non plus, hein. Du coup, ce que je te propose, c'est que toi et ton orgue, vous dormiez à l'hôtel, et vous venez après-demain. Ils l'ont dit plusieurs fois, hein. Mais ce projet, c'était un boulot monstre, sans compter les imprévus. J'imagine pas la pression et la détresse du pauvre David Phillips pendant toute cette histoire. Mais bon, quoi qu'il en soit, l'avion va finalement arriver malgré les intempéries en Oregon. Et après ce qui me semble être un deuxième trajet en remorque discret, Keiko arrive enfin, après 16 heures passées dans un container, à son nouveau bassin. Il est sorti du container, élevé au-dessus du bassin, et alors qu'il commence tout juste à effleurer la surface de l'eau, il commence à s'emmêler tout seul dans ses câbles. Non mais Keiko, c'est bon là-haut. Après tous ses efforts, il prend le risque de tout faire foirer en se tuant tout seul. Bon les gars, ça fait plus de 16 heures que je suis enrobé comme un grec dans un drap tout pourri. Donc si vous me laissez pas sortir, je vais vous péter la gueule à coups de nageoire. Mais bon bah j'ai pas de budget, ça va, je fais ce que je peux, hein. T'imagines si ça s'était fini comme ça? Comment t'annonces la nouvelle au mec qui a donné 2 millions de dollars pour l'association? Mais finalement, malgré tous les imprévus, ils arrivent enfin à libérer de ses câbles Keiko, qui part se dégourdir les nageoires dans son tout nouveau chez lui. Ouh, eh ben, c'était pas du gâteau? Ah ouais, on peut les applaudir. Ah ouais, clairement ils l'ont mérité. La nouvelle fait vite le tour du monde. Les gens n'en reviennent pas, c'est juste digne d'un conte pour enfants. Même si Keiko est encore loin de chez lui, il a franchi l'étape la plus compliquée et la plus risquée de toute cette histoire. Et quelques jours plus tard... Keiko se fait super bien à son nouvel environnement, il reprend des forces, s'amuse comme un fou. Oserais-je dire comme un poisson dans l'eau? Il mange mieux, au bout de quelques mois son virus a quasiment guéri et il est toujours accompagné par ses 2 entraîneuses. Et le must du must, je te le dis, t'es pas prêt?
Keiko à la télé. C'est pas une blague, ils lui ont vraiment mis une grosse télé sur laquelle ils diffusent des vidéos d'orques à l'état sauvage pour que Keiko puisse les regarder et les écouter. Sérieux les mecs, si je pouvais faire regarder la télé à un orque, je lui ferais regarder tellement autre chose que d'autres orques. Et oui, je viens de préciser qu'il est toujours accompagné de ses 2 entraîneuses, parce qu'il suit encore un entraînement. Mais cette fois-ci, il ne s'agit pas de lui faire des pirouettes. Keiko avait à peine 3 ans lorsqu'il a été enlevé. Du coup, il faut lui réapprendre toute la vie sauvage d'un orque. Chasser, s'habituer à ses zones natales, etc. Et c'est donc pour ça que ses entraîneuses sont là. Et ça se passe de mieux en mieux. Keiko apprend vite, il est de bonne humeur. Regarde là, il accepte même de prendre le maître dans sa gueule pour qu'on prenne ses mesures. Il y va tellement mieux qu'il commence à chanter, chose qu'il ne faisait plus depuis longtemps. Et là, du coup, les mecs se disent « Hey !» Mais il parle orc. Mais chaque famille d'orques parle différemment, du coup. Si on arrive à identifier la façon dont il parle, on arrivera peut-être à retrouver sa vraie famille. La fondation fait donc appel à Roger Payne, un spécialiste en vocalisation et son acoustique. Le monsieur enregistre les sons de Keiko et les compare avec ceux des orques vivant en Islande. Le tout sous la surveillance de notre ami. Tu peux te dépêcher s'il te plaît. Et d'après les résultats, la voix de Keiko semble correspondre à 5 familles d'orques islandais. Vous l'aurez compris, à partir de ce moment-là, les étapes s'enchaînent les unes après les autres sans aucun problème. La fondation contacte les autorités islandaises pour entamer une fois de plus les négociations, exactement comme pour Rino Aventura et le bassin en Oregon. La suite du plan sera donc d'envoyer Keiko sur l'île d'Eimae à bord d'un avion de l'US Air Force. Après tout, maintenant c'est devenu une star, hein, donc bon. Et ici, il réapprendra progressivement à s'habituer au milieu océanique. Et c'est donc au terme d'une aventure qui aura duré plusieurs années que Keiko finit par partir à bord de son avion de l'US Air Force tel le Schwarzenegger des poissons pour l'Islande, où il séjournera une dernière fois dans un bassin sur les côtes avant de rejoindre progressivement la mer et les siens. Bon, au début il va surtout commencer à suivre les bateaux de pêcheurs parce qu'il aura la flemme de chasser, mais il finira par se faire à son véritable habitat et à y couler des jours heureux jusqu'à sa mort en décembre 2003. Fin. J'aimerais rajouter une petite chose dont je n'ai pas parlé. Comme David Phillips l'a expliqué, c'était un projet colossal, beaucoup n'y croyaient pas, et il fallait constamment convaincre les gouvernements ou les sociétés comme la Warner que c'était faisable et qu'il fallait y croire. Du coup, ils ont créé leur association, ils ont reçu plein de dons, mais il y a un soutien très particulier qu'ils ont reçu. Celui des enfants. Les enfants du monde entier ont soutenu le projet de libération de Keiko, et ce de toutes les manières possibles. Il y a même eu des collectes d'argent qui ont atteint 100 000 $, et tout cet argent a été investi dans le bassin de Keiko. Cette histoire nous prouve qu'un film peut être plus qu'un film. Parfois on en regarde pour se divertir ou pour sortir de la réalité l'espace d'un instant. Mais de temps en temps, on tombe sur un film qui nous raconte une véritable histoire. Une histoire sincère qui, l'espace d'un instant, nous fait rêver. Sauver Willy, comme on l'a vu, c'était une histoire surréaliste. Mais elle a réussi à faire rêver quelques personnes juste assez pour leur donner envie d'écrire une histoire qui, elle, est bien devenue réelle. Mais peut-être que je rêve trop, peut-être qu'il ne faut pas croire que des films nous amènent à faire des choses aussi incroyables. Après tout, ce ne sont que des histoires. Ou pas. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sands and watches the ships that go sail